Parfait, bonjour à tous et merci de l'accueil. Donc effectivement, nous avons vu avec Mathieu les points réglementaires et moi je vais rentrer, on va dire, dans le vif du sujet avec du technique et où quelque part, c'est à vous de choisir un peu ce que vous voulez faire. Donc le lien étant fait, vous avez plusieurs choix quand vous voulez rentrer dans le marché des no-low et notamment des no par rapport à ce qui nous a été présenté d'un point de vue économique et prospectif de marché. Eh bien, vous pouvez faire des produits comme le produit de gauche. Vous voyez que la liste d'ingrédients, puisque déjà sur ces produits-là, la liste d'ingrédients est obligatoire, donc c'est facile de les regarder, ou l'ensemble des ingrédients sont dans les pratiques œnologiques, hein, donc du vin, de chardonnay, désalcoolisé, du mou concentré, donc du MCR, complément de SO2, puisque au cours de la de CO2, puisqu'au cours de la désalcoolisation, on le perd intégralement, et le stabilisant qui est le DMDC. Mais vous pouvez avoir sur des bouteilles que vous voyez qui sont relativement proches en termes de visuel, avec un étiquetage chardonnay aussi sur le produit, un produit dont le premier ingrédient est de loin, 78%, c'est une infusion. La base de chardonnay n'est que du jus et à hauteur de 20% avec des compléments de formulation. Donc ça vous donne bien ce qui a été présenté jusque-là, ce gros différentiel entre un produit qui est dans une catégorie vin, qui est issu de pratiques œnologiques, et un produit qui ne l'est pas du tout, mais qui utilise ces codes et ce positionnement de marché. Donc si on s'intéresse dans la première catégorie, puisque vous voyez bien que la deuxième catégorie demande quand même, je dirais, une certaine technologie industrielle, hein. Vous n'allez pas vous mettre à faire des infusions directement au domaine en production. La stabilisation de ces produits-là est quand même très très compliquée et demande évidemment de la pasteurisation. Donc si on s'intéresse à la désalcoolisation au sens propre, Mathieu en a parlé, les effets de la désalcoolisation sont assez évidents. Le premier point va être sur la perte de l'enrobage, hein. L'alcool est un très bon enrobant, masque aussi certains défauts. Donc attention sur le choix des vins de base qui doit être d'une netteté impeccable. Et les effets secondaires qui viennent dans un rôle de balance quelque part, hein. C'est une certaine remontée de l'acidité. Et évidemment aussi une remontée des tanins, particulièrement quand ça concerne les vins rouges, et une diminution du cœur de bouche. Et tout ça, ça apparaît malgré les phénomènes de concentration, puisque Mathieu l'a dit, on va perdre pas que de l'alcool, mais on va perdre aussi de l'eau. Donc on a un phénomène de concentration qui est, quand on fait une désalcoolisation totale, d'un vin partant à 12, à minima d'une perte de 15% environ. Donc ça veut dire qu'il faut raisonner nos vins de base. Et j'utilise ce terme avec escient quand vous réalisez, et en Loire, vous êtes familier avec ça, des vins effervescents, vous faites des vins de base pour effervescents. Vous ne faites pas une vinification, et puis vous choisissez ensuite quel vin vous allez mettre à la prise de mousse. Vous faites un itinéraire dédié. Eh bien, la désalcoolisation doit se faire exactement dans ce sens-là. C'est-à-dire que si vous voulez faire des produits qualitatifs désalcoolisés, eh bien, il faudra vinifier pour faire un vin de base, quelque part apte à la désalcoolisation, puisque les paramètres de structure et de texture vont être fortement modifiés par cette pratique. Et donc, dans ce cadre-là, il faut l'anticiper. Donc, quelques pistes de réflexion et qui demandent effectivement à être affinées au cas par cas. Mais comme vous allez avoir une remontée d'acidité, si vous avez déjà des vins qui ont une sensation acide qui est assez importante, ce qui peut être le cas sur la fraîcheur des vins de Loire, attention, parce que ça risque d'être un petit peu excessif. Et donc peut-être qu'il faut désacidifier un peu en partie, ou qu'il faut sélectionner des fractions de presse, par exemple, qui seront plus structurées, plus de tanins, moins d'acidité, pH un petit peu plus élevé, avec un peu plus d'extrait sec aussi, et qui pourraient être des vins de base plus intéressants pour la désalcoolisation. Alors, certaines pratiques pourraient venir un petit peu s'insérer dans l'exercice, hein, et notamment le boisage, que ce soit avec de l'aromatisation sur des bois chauffés ou sur des bois frais, mais pour augmenter l'extrait sec, taniser un petit peu. Et éventuellement, un exercice de concentration pourrait aussi s'envisager, puisque quand on va faire de la désalcoolisation totale, le degré initial a peu d'impact. C'est-à-dire que vous partiez d'un 15 ou vous partiez d'un 10, c'est pas ça qui va faire la qualité du produit final. Donc il faut se concentrer sur vraiment la texture du vin en lui-même, son équilibre, plus que vraiment sur son degré d'alcool initial. Et pour ça, la concentration, qui est une pratique autorisée sur mou et pas sur vin,
peut être tout à fait adapté. Je vous ai mis un petit focus sur la partie aromatique aussi. C'est-à-dire que si on veut être dans un codex œnologique sur la partie des alcoolisations, c'est-à-dire sans ajout d'arômes, eh bien, il va falloir travailler au maximum la base aromatique. Attention aux arômes dits un peu fragiles, et notamment les thiols, dont les seuils de perception sont très bas, ils sont relativement volatiles. Donc, ils vont partir très facilement dans la phase alcool lors de des alcoolisations, et il sera beaucoup plus facile de maintenir des arômes terpéniques et ou des arômes boisés dans le produit fini. Alors, quand on veut se lancer dans l'exercice, eh ben, le premier truc, c'est de faire une maquette. Parce qu'on ne va pas prendre un produit et l'envoyer chez un prestataire et puis découvrir ce que ça a donné derrière et voir comment ensuite, qu'est-ce qu'on en fait de ce truc qu'on a désalcoolisé. Non, c'est impensable. Donc, le premier point, c'est de faire appel à des gens compétents. C'est des choses qu'on fait. J'ai cité aussi... pour les bonnes relations, les deux principaux consultants qui ne font eux que ça. Nous, la désalcoolisation fait partie de l'ensemble de notre métier et pas exclusivement, mais vous avez deux prestataires qui, eux, ne font que ça et qui travaillent là-dessus. Mais le premier exercice, ça va être de travailler sur cette maquette, c'est-à-dire de désalcooliser, c'est quelque chose qu'on offre comme service au laboratoire, de désalcooliser un échantillon et de venir travailler sur cette base pour pouvoir soit présenter les échantillons en clientèle, mais surtout formuler, finaliser le produit et avancer sur la définition du vin que vous voudrez faire, du vin ou du produit que vous voudrez faire. Une étape importante et qui est assez fondamentale, alors derrière François Davot présentera un peu des techniques, mais je dirais que aujourd'hui presque la technique, c'est pas vous qui allez la choisir. Vous allez choisir d'un point de vue logistique et économique l'endroit où vous allez désalcooliser. Et ça, c'est un vrai sujet. Le prestataire historique de désalcoolisation, et qui désalcoolise évidemment pas que du vin, est au Havre. Mais vous voyez que le volume minimum qui est pratique, c'est 250 hectos. C'est-à-dire que je fais un lancement de test, c'est 30 000 bouteilles. Il faut avoir pris les marchés d'abord. Il va falloir faire quelques maquettes quand même. Donc ça met un certain frein, une certaine barrière au démarrage. Et en France, en fait, on n'a pas beaucoup de sites. Alors la distillerie d'Azun propose des choses possibles à partir de 50 hectos, mais n'a pas de structure d'embouteillage. Et vous avez des nouveaux arrivants, entre guillemets, sur cette offre-là, qui se saisissent un petit peu des nécessités, donc Bordeaux Families, qui a tendance aujourd'hui à vouloir surtout fournir leur vin, donc moins dans un aspect prestation avec la fourniture des vins, plus avec un aspect entre guillemets de vente ou de prestation complète sur la définition du produit, avec un conditionnement sur leur site de Terre de Vigneron. Et vous avez le groupe Vivadour qui a investi dans un atelier assez complet, donc dans les Landes. Après, beaucoup de gens, et notamment dans votre secteur, se tournent un petit peu plus vers le nord. Il y a une offre assez complète sur un site en Belgique, qui est un site relativement récent, qui propose des choses assez complètes, mais qui, aux dernières nouvelles, ne semble plus prendre nouveau de clients, étant déjà arrivé à saturation. Donc là aussi, c'était une option relativement intéressante, mais qui semble s'être un petit peu verrouillée. Alors si on regarde plus au sud, pour vous probablement un peu moins intéressant, il y a des offres assez développées en Espagne, avec des tarifs relativement compétitifs sur les différentes étapes. Mais par contre, il va falloir rajouter l'ensemble des coûts de transport là aussi, qui vont être assez importants, de descendre le vin, puis de remonter les palettes, et ce qui sera beaucoup plus cher d'ailleurs de remonter les palettes. Alors, il y a des options en Allemagne qui sont aujourd'hui pas encore saturées, qui sont existantes et qui peuvent être probablement sur des petites options qualitatives. Vous voyez, des services à partir de 20 hectos qui peuvent permettre de faire des démarrages. Bon, une fois qu'on a fait nos maquettes, qu'on sait avec qui on va, où est-ce qu'on va, il va falloir qu'on prépare nos vins pour ça, parce que c'est pas une étape neutre, la désalcoolisation. Et la première étape, c'est évidemment la stabilité protéique, parce que comme on va chauffer, là, si vous avez les moindres protéines qui traînent, vous pouvez être sûr que vous allez vous payer une casse bien comme il faut, et c'est pas le but. Alors, la stabilisation tartrique, c'est moins le cas, puisque la solubilité de l'acide tartrique diminue avec la montée d'alcool, donc en baissant l'alcool, la stabilisation tartrique est quand même plus facile, mais c'est un point à avoir. Par contre,
des gros sujets, c'est la stabilité de la matière colorante, parce que l'alcool est un solvant et permet de solubiliser relativement bien la matière colorante, et on a sur les vins rouges des problèmes de précipitation fréquentes de matière colorante sur les produits désalcoolisés. Vous aurez aussi à ajuster assez franchement votre SO2 en fonction des méthodes que vous utilisez. Donc là, je vous l'ai bien listé. En fonction de la méthode, quand vous faites de l'évaporation sous vide, eh ben, le SO2 part en grande partie avec, et donc la protection est à assurer assez franchement, et ça limitera, quand vous avez un SO2 bien ajusté, une partie des arômes de cuisson qui se reprend. Alors sans vouloir manger sur la présentation de François derrière, je vous ai mis là en lien un article qui est en anglais, hein, mais qui redétaille extrêmement bien les impacts des différentes technos sur les vins, et donc vous pourrez en déduire les préparations afférentes. Bon, une fois que ce vin il est désalcoolisé, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? Alors, soit on veut rester dans un codex œnologique, et à ce moment-là, les pratiques de formulation vont s'arrêter aux produits œnologiques, c'est-à-dire au MCR. Les doses classiques d'utilisation de sucre se situent entre 20 et 45 grammes par litre. Donc vous voyez qu'il y a une certaine déconnexion par rapport à ce qu'on connaît sur les vins quand on fait de l'édulcoration, parce que quand on enlève l'alcool, quand vous mettrez 20 grammes, ça vous paraîtra complètement sec, hein. Donc le travail se fait souvent dans ces bases-là. La gomme arabique, hein, moi j'ai tendance à préférer l'utilisation des Vérec sur ce type de produit-là. Les tanins aussi, probablement préférable avant des alcools, mais toujours faisable après, hein. Et donc, ce fameux sujet qu'a abordé Mathieu, qui est sur le glycérol. Moi, j'apprécie énormément l'utilisation du glycérol. Je suis beaucoup moins tiède que Mathieu d'un point de vue technique sur son utilisation. D'un point de vue réglementaire, par contre, c'est toujours aussi sensible, en tout cas pour ce qui est le sujet vin. C'est-à-dire que là, on sort du codex œnologique, clairement, mais c'est un très très bon texturant et qui a beaucoup moins d'effets sucrants que le MCR, évidemment. Et puis, si on veut aller plus loin dans les réflexions et qu'on n'est pas dans un cadre pratique œnologique, il y a éventuellement d'autres édulcorants qui pourraient rentrer. Voilà. Si on complexifie un peu la formulation, eh bien, et pour beaucoup de produits, hein, donc on n'est plus dans le codex, il y a les ajouts d'arômes. Alors en naturel ou en arôme de synthèse, évidemment, mais qui sont aujourd'hui beaucoup mieux maîtrisés, vous le verrez dans la dégustation tout à l'heure, et qui permettent, et pour répondre en partie à la question de quel goût ça va avoir, de finaliser des formes de typicité, et retrouver des typicités un peu de cépage, avec les arômes d'agrumes, fruits exotiques, etc., qu'on peut retrouver sur des profils thiolés initialement. Moi, j'aime bien aussi travailler avec des arômes qu'on connaît bien dans le vin, hein. Donc, alors là, ce ne sont pas des arômes naturels, mais notamment l'acétate d'isoamyle qui type assez bien les arômes fermentaires sur les rosés. Tout ceci étant fait, à un moment donné, il va falloir conditionner, et pour ça, il va falloir assurer la stabilisation du produit. Et ça, ce n'est pas un petit sujet. Parce que quand vous n'avez plus du tout d'alcool, eh bien, potentiellement, et notamment si vous travaillez des formulations, et notamment si vous faites, comme a évoqué Mathieu, de la compensation avec de l'eau, si votre eau n'est pas d'une potabilité parfaite, vous pouvez rentrer des pathogènes. Quand vous faites un simple process de désalcoolisation, là, non. Mais la stabilisation du produit, et notamment quand vous mettez dans un milieu dans lequel il n'y a pas du tout d'alcool, du sucre, on sait très bien ce que ça fait. Et ce n'est pas le but recherché, puisque le principe est de ne pas avoir d'alcool. Donc pour ça, si on n'est pas pratique œnologique, le benzoate de sodium peut être un outil intéressant. On utilise assez fréquemment dans le conditionnement sur centre équipé le DMDC, qui est un très bon agent de finition quand la charge de votre produit est déjà faible, et qui permet de faire une forme de ce qu'on appelle pasteurisation à froid, c'est-à-dire un effet choc, et qui permet de finir les choses. Je vous ai mis attention à la charge du MCR, puisque c'est un produit chargé en micro-organismes, et donc quand vous le mettez dans le scénario, si vous ne le filtrez pas en lui-même ou dans le produit, si vous n'abaissez pas la charge, c'est une source de redémarrage assez importante. Donc pour stabiliser, sinon, et ce qui est entre guillemets un petit peu l'arme ultime, est utilisé dans pas mal de cas, c'est la pasteurisation dans le contenant.
C'est donc pas une flash pasteurisation en ligne du produit puis rempli dans la bouteille. C'est le produit en bouteille qui rentre dans un tunnel de pasteurisation. Et donc là, chaque tunnel a un peu ses propres, je dirais, capacités, fonctions et donc impact, puisque la rapidité de montée en température à l'intérieur du contenant pour atteindre le barème de pasteurisation, puis la redescente en température fera la qualité ou l'absence d'impact sur l'aromatique du produit. À mon avis, et je vous les ai listés comme forme d'ouverture, et qui seront probablement compatibles avec différents schémas, il y a aujourd'hui des technologies qui peuvent permettre d'obtenir des stabilisations sans intrants potentiellement. Donc le traitement à ultra haute pression, ce qui n'est pas possible en bouteille en verre, mais qui est possible en bouteille en plastique. Certains centres sont équipés et offrent de la prestation. Donc le principe, c'est d'appliquer 5000 à 6000 bars. Vous voyez que c'est quand même pas un peu. Mais les impacts organoleptiques sont extrêmement faibles de ce genre de schéma. Ça se travaille à froid. Et donc, ça pourrait permettre, si on fait évoluer nos modes de contenant et qu'on n'est pas dans du verre, de pouvoir offrir une réelle stabilisation sans impact aromatique sur le produit. Et éventuellement, quand on n'est pas dans le cadre de pratiques œnologiques, de pouvoir traiter, puisque le traitement aux UVC des vins est interdit, donc ça ne sera pas possible là, en codex œnologique, de pouvoir traiter en ligne, comme c'est le cas pour l'eau, notamment la potabilisation de l'eau, donc ces machines existent, de les inclure dans un schéma de conditionnement qui aurait un effet probablement assez comparable au DMDC, mais sans intrants. Voilà, et la suite des opérations, c'est que moi je vous retrouve tout à l'heure pour la dégustation. Merci.